Bonsoir à tous et puis merci de nous avoir invités pour présenter donc les agressions sexuelles. Moi j'aime bien présenter les sujets que je connais bien. C'est un sujet que je connais puisque je me suis formé en médecine légale il n'y a pas très longtemps et comme on en prend malheureusement en charge assez régulièrement au niveau du CMJ. Bon, je vais essayer de vous parler un petit peu des agressions sexuelles en général et un petit peu sur le territoire, comment on les prend en charge. Parce que l'arrivée effectivement de médecins légistes sur le territoire a modifié un peu la prise en charge. Ouais, c'est pas un sujet très drôle, donc moi j'aime bien rigoler, mais là ça va pas être très drôle. Je pourrais laisser à Elisabeth les agressions pour les femmes et moi prendre les agressions pour les hommes, mais c'est vrai que c'est pas le quotidien les agressions sur les hommes. L'agression sexuelle. Qu'est-ce qu'on qualifie d'agression sexuelle? Donc c'est toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise. Ça c'est la définition du code pénal. C'est toutes les caresses non consenties, alors ça peut être sur la poitrine, les fesses, les baisers forcés, les attouchements. Bon, du coup, dans tous les cas, quand même, pour qu'il y ait des poursuites, il faut quand même qu'il y ait l'absence de consentement et ça doit être démontré. Donc c'est quand même assez difficile pour les victimes de faire valoir l'agression sexuelle quand il n'y a pas de témoins. Enfin, c'est une des difficultés pour les femmes. Parce que c'est beaucoup les femmes, quand même, comme je vous disais. Le viol, lui, sa définition, c'est tout acte de pénétration, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, menace, contrainte ou surprise. Donc c'est les pénétrations vaginales, anales, buccales, en l'absence de consentement toujours. Et ce qu'il faut savoir, c'est que, et c'est bien de se le rappeler quand même, c'est que toute personne qui tente de connaître ce crime, mais qui n'est pas allée jusqu'au bout, je vous dis ça parce que j'ai eu le cas encore récemment sur une femme qui a malheureusement été, qui n'avait pas de traces de pénétration, mais qui avait été déshabillée et qui s'est réveillée strangulée. Elle a réussi à se débattre et à s'en aller. Et il n'y a aucune lésion, disons, visible. Il n'est pas allé jusqu'au bout de l'acte. Eh bien, la police ne veut pas, enfin, les officiers de police judiciaire ne peuvent pas se retrancher en disant ben, il n'y a pas eu de pénétration, donc il n'y a pas eu viol. Il y a eu une tentative de viol, la personne c'est soit par un témoin, soit elle-même a réussi à se débattre au dernier moment. Le viol doit être retenu. Donc on sait très bien la difficulté qu'ont les victimes pour défendre le viol et qu'il y a certaines tentatives de faire passer les viols en agression sexuelle parce que ça simplifie les procédures. Simplement, il faut savoir que toute personne qui tente de commettre le viol, c'est classé dans la catégorie du viol et c'est important parce que ça classifie quand même la peine. Hein. C'est un crime, le viol, par rapport à l'agression sexuelle, on va le revoir, qui est un délit. Donc, la définition, c'est toute pénétration sexuelle, ça peut être des corps étrangers, c'est valable aussi entre époux, il faut le savoir, et quel que soit le sexe du protagoniste. Alors, ce que je vous disais, effectivement, il y a des viols qui existent chez les hommes, on en a quand même, moi j'en ai vu quelques-uns, mais ce n'est pas la majorité. La majorité des viols qu'on a à prendre en charge, ce sont des femmes. Les délais de prescription, ils ont un petit peu évolué. Si je vous en parle, c'est parce que c'est important de savoir quand on reçoit une victime, qui vous dit qu'elle a été agressée pendant son enfance, si vous la voyez à l'âge de 18-19 ans, bien vous pouvez savoir, elle peut encore faire valoir cette agression, puisque le délai de prescription, il est de 20 ans à partir de la majorité. Pour les femmes agressées avant l'âge de 18 ans. En gros, pour résumer, vous êtes d'accord avec moi, je suppose. Donc, c'est une modification de la loi, ça doit être, je crois, de février cette année.
Donc, l'agression sexuelle, le délai de prescription, c'est 6 ans pour les personnes majeures, 20 ans après la majorité pour les mineurs, et pour le viol, c'est 20 ans. 20 ans pour les personnes majeures et 20 ans à partir de la majorité pour les mineurs. 30 ans pour les mineurs de moins de 15 ans maintenant, c'est passé. C'est passé les 30 ans? Donc ça fait jusqu'à l'âge de 58 ans. Je crois que c'est pas passé. Hein. Ah, si, c'est passé. Bon, jusqu'à l'âge de 58 ans, elle peut déposer... à condition d'avoir subi des viols avant l'âge de 15 ans. Je sais, en tout cas, j'ai retrouvé trace effectivement des 30 ans, mais à ma connaissance, ce n'était pas passé. Mais bon, on ne va pas ergoter là-dessus. De toute façon, sachez que ce qui est important, c'est qu'une personne que vous recevez dans votre cabinet qui a qui a une trentaine d'années et qui vient se manifester pour le fait d'une agression sexuelle ou d'un viol plutôt à 30 ans vient voir dans votre cabinet, vous pouvez toujours l'orienter vers les autorités judiciaires parce que effectivement ça peut déboucher sur une plainte. En tout cas, c'est recevable en l'état actuel de la loi. Les circonstances aggravantes, c'est important de les connaître aussi. Alors, il y a des circonstances aggravantes retenues par le Code pénal si la victime est une personne vulnérable, bien sûr, une personne handicapée, malade, enceinte aussi. Une femme enceinte est une personne vulnérable. Si c'est un mineur de 15 ans et aussi si le contact avec l'auteur a été pris par Internet. Et aussi si c'est une personne qui se livre à la prostitution. C'est la loi. Les autres circonstances aggravantes, c'est l'auteur. Si l'auteur est un ascendant légitime, naturel, adoptif ou qui a une quelconque autorité sur la victime. S'il est le conjoint, le concubin, le pacsé ou l'ex-conjoint. Donc si l'auteur est un ex-conjoint, c'est une circonstance aggravante retenue par le Code pénal. Et donc, toute personne abusant de son autorité par ses fonctions, un chef de service par exemple. Les circonstances. Il peut y avoir des circonstances aggravantes en fonction des circonstances, c'est-à-dire par exemple en réunion, utilisation d'armes, ou si une personne vous a intoxiqué avec de l'alcool ou des stupéfiants. Ce sont des circonstances aggravantes retenues par le Code pénal. Donc le viol est puni, c'est un crime, il est puni donc de 15 ans de réclusion de criminel et 20 ans en cas de circonstances aggravantes. 30 ans en cas de décès de la victime, s'il y a eu décès consécutif au viol, effectivement, 30 ans. Et la réclusion criminelle à perpétuité s'il est précédé alors d'actes de barbarie ou de torture. Pour les agressions sexuelles, autres que le viol, ça se punit de 5 ans d'emprisonnement, 75 000 € d'amende, et de 7 à 10 ans si les circonstances aggravantes sont retenues, pareil pour l'agression sexuelle. Donc après l'exhibition sexuelle, on va passer assez rapidement, le harcèlement sexuel aussi. L'inceste, lui, on peut passer assez rapidement aussi sur l'inceste, puisque tu vas en parler, c'est ça? Donc, bon, on va parler maintenant de l'annonce, parce que je pense que c'est important de resituer la loi telle qu'on l'a fait là, parce que il faut resituer les victimes dans le cadre de leur agression. Après, qu'est-ce qu'on fait quand une personne nous annonce ce genre de fait? Alors, on se retrouve face à des personnes qui ont peur, en général, de se manifester. Peur de la police, peur de ne pas être cru, il y a une espèce de sentiment de honte, de culpabilité, un peu d'incompréhension, la terreur, effectivement. Bon, le désir d'oublier l'événement, mais il y a aussi quand même les pressions familiales, puisque quand même souvent, ce sont quand même dans les milieux intrafamiliaux qu'il y a des abus sexuels. Et le milieu familial pèse beaucoup aussi quand on écoute les victimes pour ne pas révéler les faits. On le voit beaucoup, notamment chez les mineurs.
Alors la prise en charge, elle est médicale, certes, mais bon, dans un contexte émotionnel et puis, malgré tout, légal. Le problème, c'est que la prise en charge, on ne peut pas trop se fourvoyer, puisque je parle dans l'urgence. Hein. Bon, on a un peu de temps si on apprend, par exemple, qu'une personne a été agressée sexuellement pendant son enfance, qu'on la voit à l'âge de 20 ans. On a un peu de temps pour réagir et essayer de lui expliquer ce à quoi elle a droit et comment elle peut déposer plainte, ce à quoi ça peut conduire. On a un peu de temps. Le problème, il est essentiellement, et pour nous, et je pense qu'on va se cantonner à ça ce soir, c'est la prise en charge immédiate d'une personne dans les 72 premières heures. Parce que là, il faut absolument que cette personne soit prise en charge de façon globale, c'est-à-dire sur le plan médical pour tout ce qui est les maladies sexuellement transmissibles, la pilule du lendemain, la prévention du HIV, mais aussi sur le plan légal pour récupérer le maximum de preuves possibles dans le contexte des 72 premières heures, l'ADN, les spermatozoïdes, pour pouvoir faire preuve face à la justice de l'agression sexuelle par tel ou tel auteur. Donc, bien sûr, il faut savoir écouter la victime, l'informer, la réconforter, la préparer à l'examen gynéco, qui n'est pas toujours facile dans les suites immédiates d'un viol, mais surtout la préparer aussi aux suites judiciaires, psychologiques et puis sociales, parce que sur le plan judiciaire, le parcours est quand même pas facile. Ce n'est pas quelque chose qui va être réglé du jour au lendemain. Ce sont des procédures qui prennent facilement 2 ans. Et donc, il faut quand même un petit peu prévenir la victime du parcours qui va l'attendre. Les suites psychologiques et les suites sociales, on les inclut dans la prise en charge des associations comme SOS, par exemple, violences sexuelles, qui peuvent nous aider les victimes dans le cadre de toute cette prise en charge psychologique, sociale et de la plainte. Donc je disais, la prise en charge médico-légale, si l'agression sexuelle est inférieure à 3 jours, 72 heures, elle est urgente. Il faut réaliser les prélèvements le plus tôt possible pour récupérer les spermatozoïdes et l'ADN. Alors on se retrouve confronté à des femmes qui souvent ne veulent pas, et il faut leur expliquer faut essayer de leur expliquer que c'est dans leur intérêt. Le problème de déposer une plainte 8 à 10 jours après une agression sexuelle, on se retrouve avec une femme qui se retrouve confrontée déjà à toutes les enquêtes de police, exposée au milieu familial, et au bout du compte, elle se retrouve sans preuve. Et donc c'est extrêmement compliqué pour elle de se retrouver à déposer plainte et de ne pas forcément obtenir justice comme elle l'aurait souhaité, parce qu'on n'a pas pu recueillir telle ou telle preuve de l'agression sexuelle par tel ou tel auteur. Il faut savoir que les prélèvements de spermatozoïdes et d'ADN, bien entendu, ils sont rédhibitoires pour l'auteur. Si on les retrouve, c'est rédhibitoire pour l'auteur. Donc, dans notre interrogatoire, on reprend effectivement tout ce qui est le mode de vie, bien entendu, qu'on met dans notre rapport, mais les circonstances, la date, comment ça s'est passé, s'il y a des coûts associés, la prise de toxiques, parce qu'on a quand même aussi très souvent des intoxications. Alors dans les boîtes de nuit, hein, de temps en temps, on a quand même, en tout cas, des suspicions d'intoxication, puisque nous, on n'a pas les retours de la police sur toutes les recherches de toxiques que l'on peut faire, mais on décrit dans certains bars et dans certaines boîtes de nuit des prises de toxiques probables, puisque les personnes disent avoir complètement perdu, ne pas se rappeler de ce qui s'est passé et se retrouvent dans leur lit le matin complètement nus, alors qu'ils se rappellent avoir pris un verre, mais qu'on leur a donné. Bon, donc la prise de toxiques, il faut la rechercher aussi. Bien sûr, les antécédents médicaux et gynécologiques. Alors pour l'examen gynéco, effectivement, il est important d'avoir les antécédents de la personne, savoir si elle a déjà eu des rapports sexuels, si elle prend une contraception, et puis la date du dernier rapport sexuel consenti.
La conduite de la victime aussi, il faut essayer de la recueillir et de la mettre dans le rapport, parce que malheureusement, très souvent, les victimes ont mis le linge à laver et se sont lavées avant d'aller voir leur médecin ou de se présenter dans les services d'urgence ou de police. On recueille aussi les doléances, les douleurs qui peuvent être de tout ordre et en particulier psychologiques. Et on recueille l'examen général avec les blessures, les signes de lutte. Alors, l'examen physique de la personne victime de viol ou d'agression sexuelle, il doit être complet. Et souvent, on se cantonne à l'examen gynécologique, on regarde l'hymen, on regarde la vulve, et on fait les prélèvements, mais ce n'est pas le seul signe à rechercher. Il est essentiel de rechercher des signes de prise avec des hématomes au niveau des bras, des lésions dans le dos, des lésions par frottement, des lésions de strangulation parfois. On en a plusieurs, je vais vous en montrer tout à l'heure si j'ai le temps. Et donc, ce n'est pas simplement l'hymen et ce n'est pas simplement la défloraison qui doit guider l'examen. Il doit être complet, et notamment au niveau des bras. Avant-hier encore, on est intervenu sur un cas comme ça et on a, puisqu'il y avait des signes de lutte, on a prélevé les ongles pour rechercher l'ADN sous les ongles de la victime pour essayer de recueillir l'ADN de la personne qui l'aurait agressée. Si elle est fichée, on pourra au moins, et si on la retrouve, affirmer que c'était cette personne qui était avec la jeune fille victime, enfin supposée victime d'agression sexuelle ou de viol. Donc on doit reporter sur l'examen clinique avec les signes de lutte. Les vêtements doivent être recueillis. Et donc je parle de ça, mais surtout tout ça, ça doit se passer en présence des officiers de police judiciaire. C'est-à-dire qu'il faut essayer absolument de recueillir une plainte. Il faut absolument que la victime, on l'encourage à déposer une plainte. Parce que si on ne fait ça que dans le cadre médical, sans les officiers de police judiciaire, pour mettre sous scellé les vêtements, les ongles et tous les prélèvements que l'on va faire, ça pourra être retoqué en procédure pour le recueil si c'est fait en dehors du recueil de la plainte. Donc nous, on encourage, et nous au niveau du CMJ, on ne travaille que sur réquisition judiciaire, et donc on ne voit que les personnes qui ont déposé plainte. C'est important de savoir, on ne travaille que sur réquisition de la police ou de la gendarmerie. Une personne qui irait aux urgences, dans les services d'urgence, ou qui irait chez le médecin ou chez son gynécologue, il faut absolument que les médecins encouragent la victime, avant de faire les prélèvements, encouragent la victime à déposer plainte pour que tous les prélèvements que l'on va faire soient mis sous scellé et ne soient pas opposables dans la procédure, dans l'état actuel des choses. Donc l'examen gynécologique, on recherche les déchirures périnéales. Je vais aller assez vite là-dessus. Donc ce qu'il faut, c'est surtout essayer de repérer des lésions au niveau de l'hymen. Là, c'est l'examen gynéco de la jeune fille. On recherche des plaies, des hématomes, des troubles de la vascularisation. Là, vous avez par exemple un exemple de plaie, de petites déchirures au niveau inférieur. On recherche donc les modifications, l'hymen en fonction de l'âge, bien entendu, mais on a des abacs, on le mesure. Alors pour la jeune fille, on ne fait pas forcément si on voit que l'hymen est intact, on introduit simplement une sonde urinaire, on gonfle un petit peu le ballonnet derrière et on exerce une légère traction pour exposer l'hymen un petit peu mieux, parce que les lésions de l'hymen ne sont pas toujours évidentes. Il faut savoir que ça cicatrise quand même très vite. Et si vous voyez une jeune fille au bout de 2 à 3 semaines, vous avez des lésions qui peuvent apparaître assez aspécifiques. Alors bon, il y a différents types de lésions, on va passer vite là-dessus.
Ça, c'est des hymens qui sont normaux. Alors, en fonction de l'âge, ça, c'est à la puberté, ça, c'est plutôt 4-5 ans, si je me rappelle bien. Donc, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que nous, dans nos rapports, on cherche les lésions de l'hymen, on cherche des lésions vaginales, mais en aucun cas, lorsqu'on se prononce sur les constatations que l'on a fait, en aucun cas, ça ne rend incompatible. Ce n'est pas parce qu'on ne trouve pas de lésion que c'est incompatible avec ce que nous raconte la personne. On n'est pas là pour remettre en cause ce qu'elle nous raconte, mais pour donner une compatibilité. Vous savez, il suffit qu'il y ait un hymen un petit peu tolérant, que la victime ait été complètement prostrée, apeurée ou même intoxiquée. Hein, vous pouvez avoir une personne dans le coma, avoir été pénétrée sans qu'il y ait forcément de grosses lésions, ça c'est déjà vu. Donc, moi je conclus souvent mes rapports, et quasiment tout le temps, quand je ne vois pas de lésions, je mets bien que c'est l'absence de lésions constatées n'est pas incompatible avec ce que raconte la victime. Parce que sinon, vous vous retrouvez avec des officiers de police judiciaire qui peuvent très rapidement se servir de ça un petit peu comme pour les certificats de décès. Hein. Si vous ne mettez pas d'obstacle médico-légal, vous pouvez être quasiment certain qu'il n'y aura jamais d'enquête. C'est extrêmement rare. Par contre, si vous mettez un obstacle médico-légal au décès, vous êtes sûr qu'il y aura une enquête. Alors, si vous mettez dans votre rapport qu'il n'y a pas de lésion de l'hymen ou qu'il n'y a pas de lésion vaginale, ça peut aller très vite. Donc moi je les rappelle souvent, les officiers de police judiciaire, pour bien leur spécifier que l'absence de lésion au moment de l'examen, et surtout si c'est à distance des faits, parce qu'il faut savoir quand même que la majorité des faits dont on a affaire, c'est quand même des faits qui sont révélés tardivement. Donc, en aucun cas, il faut remettre en cause ce que nous raconte la victime. Bon, quand la défloraison est récente, c'est assez facile parce qu'il y a des signes avec d'hémorragie. Je vais vous montrer tout à l'heure quelques hymens qui sont atteints de façon récente. Mais franchement, vous voyez, bon, quand on a des hymens déchirés, qu'on les voit 2-3 jours après les faits, bon, c'est facile parce qu'on a des lésions évidentes. Mais quand on les voit 10-15 jours après, déjà, il y a une cicatrisation qui s'est faite, il n'y a plus les signes hémorragiques, des légers œdèmes, et ce n'est pas évident à affirmer. Donc les signes de défloraison, vous voyez, c'est souvent vers le bas, et ça atteint la muqueuse. J'ai quelques photos. Vous voyez là, c'est souvent vers le bas et ça atteint la muqueuse vaginale. Là, c'est pareil, mais là, c'est plus ancien. Déjà, à 4 jours, vous voyez, on voit déjà beaucoup moins les choses et ce n'est pas si évident que ça. Et de même, quand on constate des lésions de ce type-là, on ne peut absolument pas affirmer que c'est consécutif à un viol. On a des éléments pour le dire, mais il peut y avoir aussi des modifications qui sont liées à des introductions d'objets et à d'autres faits qu'une agression sexuelle. Donc il ne faut en aucun cas affirmer que bah, oui, il y a une lésion, donc c'est un viol. On reste dans la compatibilité. Alors les organes génitaux chez le garçon, là, alors nous on fait l'examen complet, hein, on recherche aussi des lésions buccales. C'est important, les lésions buccales, et de l'évoquer, parce que si vous n'évoquez pas, les rapports oraux, très fréquemment, on ne vous en parlera pas, on a quand même la surprise, c'est très fréquent qu'il y ait eu des rapports buccaux aussi forcés. On peut retrouver quelques lésions dans la bouche, et des pétéchies sur la joue, des faces internes des joues, des choses comme ça. Et on fait des prélèvements quasiment systématiquement au niveau buccal. Quand on est sur des viols très récents, on fait les prélèvements au niveau de l'anus, au niveau de la vulve, au niveau du fond du vagin et au niveau de la bouche. Donc
l'examen buccal, j'en ai déjà parlé. Alors les prélèvements à visée médico-légale, alors on essaye de faire mettre sur les réquisitions des officiers de police judiciaire un petit peu tous les prélèvements, même les maladies sexuellement transmissibles. Alors il y a un peu de divergence avec certains officiers de police judiciaire qui disent bah non, ça c'est du médical, ça ne nous intéresse pas, c'est pas du médico-légal. Ce qui est un peu faux, parce que s'il y a une transmission d'une maladie sexuellement transmissible lors du viol, on peut considérer ça aussi comme une circonstance aggravante. Donc la prise en charge médico-légale, c'est essentiellement la recherche des spermatozoïdes, les empreintes génétiques, et puis la toxicologie que l'on fait, la toxico qu'on fait sur les urines et dans le sang. On donne des traitements, bien entendu, la pilule du lendemain. Alors, quand il n'y a pas de quand il n'y a pas de contraception orale, on donne la pilule du lendemain. Et quand on pense qu'il y a eu éjaculation, bien sûr. Donc les sérologies, alors oui, il y a le problème de la sérologie HIV chez l'agresseur, parce que vous savez, la personne qui vient de se faire agresser, on lui donne de la trithérapie, bien sûr. Je crois que c'est la diapo d'après, d'ailleurs. Non, c'est pas si, c'est celle-là. Donc on leur donne, bien sûr, donc, oui, ça n'a pas été changé. J'ai dû refaire mon diaporama au dernier moment, et si c'est Kaletra Truvada, si c'est bien ça. Donc on leur donne du Kaletra et Truvada en première intention. On a un kit, nous, au niveau du CMJ, on a 2-3 kits que nous donne la pharmacie, qu'on récupère auprès de la pharmacie de l'hôpital. Et on institue le traitement. On les passe ensuite à l'espace CMP pour le suivi, pour qu'il y ait le suivi psychologique et les prélèvements et l'espace CMP leur donne le Kaletra, le Truvada au long cours si les prélèvements sont revenus positifs. Pardon. Et donc, oui, je parlais donc des sérologies chez l'agresseur. Ça pose un problème parce que une fois qu'on a mis une personne sous Kaletra, Truvada, la victime, c'est un traitement qui est quand même assez lourd, qui a quand même une tolérance pas toujours très bonne. On se retrouve avec l'agresseur qui est en garde à vue et l'impossibilité, s'il ne le veut pas, de le prélever. C'est pas évident. On est obligé de lui demander. On ne peut pas prélever l'agresseur sans son consentement au commissariat de police pour... vous savez que si le prélèvement revient négatif sur l'agresseur, ça nous permet d'arrêter le traitement à la femme qui s'est fait agresser. C'est quand même pas rien. Eh bien, on est obligé de demander à ce moment-là l'intervention du procureur qui peut nous accorder de façon exceptionnelle et obliger à faire le prélèvement sur l'agresseur. Mais en aucun cas, on ne doit faire le prélèvement sans l'accord de la victime ou sans l'injonction du procureur. C'est des procédures qui sont quand même assez rares. On a du mal à le faire quand même. Faire prélever l'agresseur, c'est pas évident. Oui, c'est un rapport sur les transmissions du VIH, sur des études qui avaient été faites en 2006, sur les rapports, les différents types de rapports. Alors l'ITT, parce que souvent ils nous demandent l'ITT, mais ça n'a pas de... Enfin, on ne va pas parler de l'ITT toute la soirée parce que ce n'est pas très important, mais souvent dans les certificats des officiers de police judiciaire, on a l'ITT. L'ITT, elle sert à qualifier les faits. En médecine légale, l'ITT, elle sert à qualifier les faits. Ici, on n'a pas besoin de qualifier les faits. Une agression sexuelle, c'est un délit. Un viol, c'est un crime. Donc l'ITT en soi n'a pas d'intérêt et... on met en général des ITT assez faibles et on demande par contre systématiquement dans ces cas-là une expertise psychologique, psychiatrique parce que l'ITT sera éventuellement réévalué en fonction des semaines à venir et éventuellement le développement d'un syndrome de stress post-traumatique par exemple. Donc nous, l'ITT,
on ne met pas d'ITT particulière dans le cadre des violences sexuelles. Donc, vous voyez, l'intérêt de la médecine légale, alors c'est un peu la frontière avec la médecine, c'est de faire un petit peu la passerelle entre la justice et la médecine, puisque on ne peut pas disperser, faire un prélèvement pour la médecine judiciaire et faire un prélèvement pour la médecine conventionnelle. Donc on essaye de faire la passerelle entre la justice et la médecine, ce qui n'est pas toujours évident. Moi j'ai encore, on a fait la semaine dernière encore des prélèvements pour le VIH justement, et on n'a toujours pas les résultats des prélèvements vaginaux, d'ADN et de spermatozoïdes. On est à 4 jours. J'ai encore téléphoné tout à l'heure pour faire le lien avec le service hospitalier où a été hospitalisée la jeune fille. On n'a toujours pas les résultats, quoi. Donc une fois qu'ils sont sous réquisition, c'est un petit peu difficile à récupérer et il faut vraiment secouer les officiers de police judiciaire. Pas vraiment de leur faute d'ailleurs, mais ils ont du mal à récupérer au niveau du labo les résultats. Donc l'ITT, on s'en fout. Alors, utiliser le mot agression sexuelle. Bon, certains disent qu'il ne faut pas utiliser le mot viol devant la victime. C'est des écoles, je crois. Être descriptif, pas interpréter les dires, bien entendu. Utiliser le conditionnel, vous le faites tous dans vos rapports quand vous en faites. C'est la dame me dit qu'elle, c'est pas nous qui décidons ce qui s'est passé, on n'y était pas. On fait un examen détaillé avec des schémas, des photos, et on réalise les prélèvements. Surtout, ce que je vous disais, c'est qu'on recueille quand même pas mal de... Dans la rédaction du certificat, on recueille pas mal de choses qui ne sont pas liées simplement au sexe. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement la vulve, ce n'est pas l'hymen qui nous intéresse, c'est le global. Et on a des victimes qui ont, énormément de victimes qui ont des signes de strangulation, des lésions de prise, des lésions dans le dos qui méritent une prise en charge globale. Donc la lésion spécifique, c'est l'hymen, bien entendu. Alors là, on est content, mais bon, on a aussi, vous voyez, ce genre de lésions qui sont dans le dos, des lésions de strangulation en coup d'ongle sur les faces latérales du cou. Et tout ça, il ne faut pas les louper. Des pétéchis, quand il y a strangulation, comme là sur la paupière, c'est des signes que l'on relève, nous, en médecine légale, qui sont assez caractéristiques d'une asphyxie. Vous voyez là, c'était... pardon. Là, on voit très nettement des pétéchis sur la face, sur la partie supérieure du visage. Et puis ici, alors vous ne le voyez peut-être pas bien sur la photo, mais quand on est sur la victime, on voit vraiment, c'est les traces de doigts, quoi. Hein, c'est vraiment c'est les traces de doigts qui sont marquées sur le cou. En tout cas, c'est fortement compatible. Ici, on voit un hématome au niveau du bras qui est une lésion de prise assez forte. Donc, j'ai essayé d'aller assez vite quand même pour vous présenter. Je suis dans les temps, du coup. Je suis dans les temps, Elisabeth ? Bon. Ce que je vous faudrait retenir, c'est que les lésions, comme je vous l'ai dit, les lésions que l'on constate, elles doivent être bien consignées sur le rapport, et on doit, nous, médecins légistes, se prononcer sur la compatibilité avec ce qui est dit, hein, sur la perte de connaissance, la strangulation, sur les coups qui ont pu être portés, et sur la pénétration, s'il y a des signes de pénétration. Surtout, en aucun cas, dire qu'il n'y a rien
En tout cas, si on ne constate rien, il ne faut surtout pas dire qu'il ne s'est rien passé. Ça reste, il faut toujours se dire que c'est compatible avec les faits. On a quand même, j'ai encore vu la semaine dernière, donc c'est un cas clinique que j'aurais pu exposer, une jeune femme qui a été retrouvée nue dans la rue, donc juste avec un t-shirt, et qui a été strangulée, qui a perdu connaissance et qui a même perdu ses selles sur elle, donc elle a eu une perte de connaissance. Et bien entendu, l'absence de lésions constatées au niveau vulvaire anal ne me rassure pas du tout. Alors effectivement, les officiers de police judiciaire, eux, ils sont... Voilà, mais il faut vraiment les asticoter pour leur dire non, attendez, vous envoyez bien les prélèvements, parce qu'il peut très bien y avoir eu un rapport sexuel pendant le coma, et que ça n'ait pas laissé de traces. On a aussi énormément de jeunes femmes qui décrivent pendant le viol une espèce d'état de sidération qui est souvent, je ne sais pas si c'est état second ou une dissociation, ils décrivent le viol comme en le voyant un peu de l'extérieur et sans avoir bougé. Et on aurait tendance, avec des personnes pas trop formées, à remettre un petit peu en cause ce qu'ils nous disent. Surtout quand une personne vient nous voir pour... alors nous, au CMJ, on voit des personnes qui ont déjà déposé plainte, donc ça simplifie les choses. Mais surtout, l'attitude, elle doit être de les rassurer et de les encourager à déposer plainte, et surtout de ne pas montrer qu'on remet en cause ce qu'elles nous disent. C'est extrêmement important de rechercher à les apaiser et à recueillir le maximum d'informations sans avoir l'air de remettre en cause ce qu'elles nous disent. Parce que le problème, il est là. On se retrouve avec des femmes qui vont déposer plainte dans un commissariat de police sans avoir énormément de lésions. Si en plus il y a un médecin qui leur dit, qui met sur son rapport, oh ben, il n'y a pas de lésions au niveau de la vulve ni au niveau de l'hymen, ça peut être vite classé, comme je vous le disais pour le certificat de décès. Il faut absolument pas mettre de choses qui atténuent les faits. Il faut aller jusqu'au prélèvement, essayer de recueillir le maximum d'éléments pour qu'elles puissent déposer plainte tranquillement. Je ne sais pas si j'ai d'autres trucs. Oui, ça, c'est des hymens normaux. Ça, c'est des hymens un peu particuliers. Et voilà, c'est fini. Donc, j'avais remis... Donc, je voulais vous remercier de votre invitation. Je suis là en tant que présidente des Dissuasion sexuelle, qui est une association qui existe depuis 1992 et qui avait été créée à l'initiative d'un magistrat qui avait fait le constat que beaucoup de victimes, en particulier mélanésiennes, ne se satisfaisaient pas des jugements coutumiers qui avaient plutôt une propension à être des arrangements de clan à clan, avec un déni complet de la réalité de la notion de victime. Donc, pour vous donner une idée, bon, je vais faire juste un petit truc sur le plan épidémique. Disons que depuis 1992, nous sommes contactés chaque année par entre 120 et 150 nouvelles victimes par an. Donc 92, ça fait 25 ans, vous faites la multiplication, vous verrez où on en est. L'âge extrême des victimes dont nous avons eu à nous occuper va de 18 mois à 77 ans. 20% des victimes sont de sexe masculin. Oui, en données lissées sur 20 ans. Alors c'est vrai qu'on a tendance à considérer le viol comme une fatalité, je dirais, féminine. Il est bien évident que la majorité des victimes de sexe masculin sont des mineurs de 15 ans, en général dans des contextes de pédophilie homo ou hétérosexuels. Mais je crois que c'est important de ne pas le zapper et de le savoir. En ce qui concerne l'âge des victimes, les 2 tiers des victimes sont mineurs au moment des faits, et on rejoint les constats que vous faites, sont mineurs de 15 ans, et parmi ces mineurs de 15 ans, les 2 tiers ont moins de 10 ans au moment des faits. Les 2 tiers des situations sont effectivement des situations intrafamiliales, au sens large du terme, à savoir que c'est le père, le grand-père, le concubin de la mère, et c'est souvent ce type de prédateurs auxquels les victimes sont confrontées. Par rapport au fait qu'a évoqué
docteur Riquet. Il y a 2-3 trucs que j'aimerais préciser. La première chose, c'est que la loi interdit aux mineurs de 15 ans d'avoir une vie sexuelle. Il y a une chose sur laquelle il faut qu'on soit vigilant également. C'est-à-dire qu'on part du principe, le législateur, qu'avant 15 ans, on ne saurait faire preuve dans ce domaine-là d'un consentement dit éclairé. Et donc, il est important d'être très vigilant en ce qui concerne les grossesses chez les mineurs de 15 ans. Parce qu'il est, de façon non exceptionnelle, bon alors ça peut être 2 ados qui batifolent, admettons, mais les grossesses chez les mineurs de 15 ans, c'est pas forcément la façon la plus épanouissante de commencer sa vie. Et j'ai le souvenir d'une petite qu'on avait reçue quand j'étais à Magenta, qui avait une grossesse gémellaire à 13 ans. Nous avons fait un signalement au procureur de la République, et il s'est avéré que c'était son oncle qui avait abusé de cette petite. Donc je crois qu'il faut être vigilant sur ce domaine, à tout le moins faire un signalement. Au pire, ça débouchera sur une prise en charge sociale qui est souvent fréquente, parce que les grossesses chez les mineurs de 15 ans, c'est souvent aussi, pas systématiquement, mais dans des milieux pas forcément aidants par rapport à ces ados et par rapport à ces enfants en devenir ou en absence de devenir aussi malheureusement dans certains cas, en sachant, si vous voulez, que on voit maintenant dans les informations scolaires que l'on fait des ados évoquer l'infanticide comme une alternative à une grossesse issue d'un viol. C'est un discours nouveau, récurrent depuis 4-5 ans et que nous n'avions pas avant. Donc moi j'aimerais vous sensibiliser aux grossesses chez les mineurs de 15 ans parce que ça peut être, et malheureusement de façon non exceptionnelle, le signe d'un abus sexuel à l'origine de cette grossesse. Voilà. Alors le rôle de l'association. Le rôle de l'association, c'est d'intervenir le plus tôt possible, là encore, par rapport à la prise en charge des victimes, en sachant que un certain nombre de crimes et de viols peuvent être correctionnalisés par l'institution judiciaire et avec des procédures de comparution immédiate qui sont assez pénalisantes pour les victimes. Donc il est évident que le fait de travailler en synergie avec le CMJ et le fait de pouvoir faire un accompagnement précoce des victimes, ça a plusieurs avantages. Le premier avantage, c'est de constituer les dossiers d'aide judiciaire dans la mesure où toute victime, quel que soit son milieu, son niveau de ressources et autres, a droit à un avocat. La deuxième possibilité, c'est que tout mineur qui n'est pas pris en compte en tant que tel par sa famille peut voir désigner par l'institution judiciaire un administrateur ad hoc, en l'occurrence nous, qui sera en charge des intérêts de la victime pour tout ce qui est de la procédure. Donc il est essentiel que cette prise en charge soit le plus précoce possible, d'une part pour informer les victimes de leurs droits, d'autre part pour constituer les dossiers judiciaires, d'aide judiciaire ou autres requis, leur trouver un avocat, les accompagner aux diverses expertises, parce qu'effectivement, comme vous le disiez, il y a l'aspect, je dirais, des lésions somatiques, il y a l'aspect du syndrome post-traumatique, et moi je pense qu'il est important de le mettre dans le rapport initial, de bien insister sur cet impact psychologique qui est jamais nul, même s'il y a une expertise psy qui doit être requise, mais on a souvent vu dans les procédures de comparution immédiate et les correctionnalisations que cette étape, pourtant importante, était souvent zappée, et c'est d'autant plus préjudiciable pour les victimes. Donc si le médecin légiste ou le médecin généraliste qui a été amené à intervenir précise ceci d'emblée dans son rapport, ça peut être un plus pour la victime. Voilà. Donc il y a bien entendu également l'accompagnement au procès. Comme nous avons plus de 5 ans d'existence, nous sommes autorisés à assister les victimes à tous les procès, y compris quand le huis clos est prononcé, huis clos qui est en général demandé quand il s'agit de victimes mineures. Et puis, même les victimes majeures n'ont pas forcément envie que tout le monde soit au courant de ce qui s'est passé,
Parce qu'en Calédonie, comme dans d'autres endroits, tout le monde connaît quelqu'un, qui connaît quelqu'un, qui connaît quelqu'un. Et c'est pour cette raison qu'il y a deux types de huis clos, soit total, soit partiel, auquel cas les médias sont autorisés à assister. Mais il est interdit aux médias de citer le moindre élément qui permette l'identification de la victime. Voilà. Donc nous sommes présents au moment du procès. Nous avons la possibilité, en tant qu'association, de se constituer partie civile, également aux côtés de la victime. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a la partie, je dirais, purement pénale de sanction du mis en cause, mais il y a également les recours sur intérêt civil, et pour lesquels, à ce moment-là, on constitue des dossiers également pour les victimes, y compris quand les agresseurs ne sont pas solvables. Et à ce moment-là, il y a une caisse d'indemnisation des victimes d'infractions. Alors il ne s'agit pas de troquer une souffrance contre quelques espèces sonnantes et trébuchantes, mais c'est souvent, pour certaines victimes, un moyen de redémarrer un projet, de se réancrer dans quelque chose. Et ces audiences sur intérêt civil sont très importantes pour bien poser le statut de la victime en tant que victime et qu'elle ait une reconnaissance par la société de ce statut et de cet état. Alors, une chose importante également, c'est que M. Calandro ne me démentira pas, en termes de secret médical, nous avons de fait le droit et le devoir, si nous avons connaissance de faits qui concernent des mineurs, de le signaler aux autorités compétentes. Donc, si vous avez connaissance d'abus sexuels ou et de maltraitance chez des mineurs, vous devez le signaler au proc. Alors, je tiendrai le même discours que celui que je tiens avec les enseignants quand on fait des informations au milieu scolaire, parce que certains enseignants ont aussi connaissance de ce type de faits et sont très embêtés, parce que si on sait que c'est eux qu'on dit, ils craignent des mesures de rétorsion, etc. Ce qui est important de savoir, c'est que nous prenons toujours les signalements fiables qu'on nous donne à notre propre compte, sans jamais citer nos sources. Donc, si à un moment ou à un autre, vous pensez avoir ce type de démarche à faire, mais que pour des raisons qu'on est tout à fait apte à comprendre, ça pose un souci, vous pouvez très bien nous donner les infos. À ce moment-là, nous, on fait le signalement au procureur de la République. Le procureur de la République diligentera une enquête et la part des choses sera faite, y compris, donc, je disais, dans les grossesses chez les mineurs, puisque ça débouche de façon non exceptionnelle sur des atteintes sexuelles. Donc, osez, faites-le, et puis, je vous dis, dites-vous qu'on a tous notre rôle à jouer dans la prise en charge de ces problèmes, et qu'on est tous un petit maillon de la chaîne qui permettront, on peut rêver que peut-être un jour, on soit confronté à moins de ce type de problème où le sordide est tout à fait quotidien, je dirais. Merci. Bonsoir à tous. Merci de votre invitation. Docteur Elisabeth Merlin, médecin légiste, présidente du collectif des médecins judiciaires de Nouvelle-Calédonie. Madame Mestre a fait une transition entre le sujet de Sylvain et le mien. Il va y avoir quelques redondances, mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est toujours profitable. Donc moi, je vais vous parler de l'importance de repérer, de signaler et d'assister les mineurs victimes de violences sexuelles. Alors pourquoi ce sujet? Parce que comme je suis une femme, et ben, depuis qu'on existe, le CMJ, les OPJ trouvent plus acceptable qu'une petite fille de 4 ans soit examinée par une femme. Donc pendant quelques années, c'est moins maintenant. Les officiers de police se sont systématiquement retournés vers moi pour m'adresser des enfants victimes de violences sexuelles, des faits qui sont toujours déclarés pour la majorité des cas tardivement, donc bien après les faits. Et même mes collègues, parfois au début, un petit peu hésitants, etc. Beaucoup moins maintenant, hein, ça roule un peu mieux. Donc j'en ai vu beaucoup des petites victimes de violences sexuelles. Et puis c'est vrai qu'on n'a pas énormément de statistiques sur ce phénomène qui est malgré tout un phénomène de grande ampleur. Les chiffres qu'on a sont essentiellement issus des procédures judiciaires
et elles sont loin de refléter le phénomène d'abus sexuels chez le mineur. Vous êtes d'accord avec moi? Donc très loin. Donc les études françaises sont rares, les enquêtes sont rares. En revanche, je vais commencer mon topo sur quelques chiffres qui sont sortis d'une enquête qui est assez récente, qui est une enquête nationale qui a duré à l'âge adulte. Ont été interrogés et ont révélé. Ah voilà. Donc il y a eu une cohorte de 2000 victimes à peu près, adultes, toutes ont été victimes de violences sexuelles et 80% d'entre elles ont déclaré avoir été sexuellement agressées alors qu'elles étaient mineures. C'est énorme, c'est un chiffre alarmant, énorme, et qui justifie complètement qu'on repère ces mineurs abusés sexuellement. Et ce sera un peu le thème de mon intervention. Donc le profil de l'agresseur, voilà ce qu'il est. Donc ce schéma montre une chose importante et essentielle, c'est qu'avant l'âge de 6 ans, 70% des agresseurs, c'est-à-dire un énorme chiffre, est un membre de la famille. Donc on parle d'inceste là, et de violence et abus sexuels au sein de la famille. Alors l'inceste, par définition, c'est avoir des relations sexuelles avec un membre de la famille. On pourrait plutôt dire être violé ou agressé sexuellement par un membre de la famille. L'inceste, c'est un mot tabou, tellement tabou que le législateur, il est très mal à l'aise avec l'inceste et que ce terme n'apparaît pas ni dans le code pénal, ni dans le code civil. On parle seulement de facteurs aggravants de violence sexuelle sur les mineurs. Ce diaporama, enfin cette diapo montre tout cumulé, enfin tout additionné, que dans 90% des cas au moins, l'agresseur est quelqu'un de connu. C'est-à-dire que si ce n'est pas un membre direct de la famille, c'est quand même quelqu'un qui est dans le cercle familial, le cercle des connaissances. Donc, on a des agresseurs qui sont à 90% du temps et plus connus de la victime. Il faut noter aussi, à titre indicatif, que un agresseur sur 4, dans le cadre intrafamilial, est lui-même un mineur et qu'il a, dans la moitié des cas, été lui-même victime d'abus sexuels. Vous voyez un petit peu le cycle infernal. On remarque chez les ados, par contre, entre 15 et 17 ans, qu'il y a une forte proportion, un quart des ados sont victimes d'abus sexuels, de viols ou d'attouchements par des ex-partenaires ou des partenaires. Ça s'appelle les rapports forcés. Donc cette étude, elle s'est attachée à mesurer l'impact sur la vie des victimes de ces violences sexuelles pour 80% des victimes subies alors qu'elles étaient mineures. La conséquence la plus dramatique des violences sexuelles, c'est le suicide. On remarque de la même façon que le plus grand nombre de tentatives de suicide concernent les violences sexuelles qui ont été infligées à des mineurs de moins de 6 ans. C'est-à-dire que c'est une population, la population des mineurs, des petits mineurs de moins de 6 ans est extrêmement exposée. Ce sont eux qui sont le plus impactés dans leur vie adulte future. Il faut savoir aussi que les garçons réussissent mieux leur tentative de suicide que les filles. Pourquoi, je ne sais pas. C'est lié
au fait qu'ils sont, les petits garçons sont plus violents, plus guerriers. Les victimes, dans cette enquête, témoignent aussi avoir eu des retentissements très très importants sur leur qualité de vie. D'une façon générale, ça concerne tous les âges, avec encore une fois une prépondérance du retentissement quand il s'agit d'un mineur de moins de 6 ans. Les victimes se plaignent essentiellement de solitude, de s'être enfermées dans le mutisme, de n'avoir pas osé en parler. Effectivement, le contexte intrafamilial ne favorise pas à la révélation de ce genre d'agression. Et la double peine, c'est que ces victimes, non seulement l'ont été une fois, mais sont à risque de subir de nouvelles violences sexuelles du fait de cette solitude et de cette vulnérabilité. D'ailleurs, l'OMS a reconnu en 2010 que d'avoir subi des violences sexuelles était le facteur de risque principal pour en subir d'autres. Donc voilà, il est à mon sens essentiel de pouvoir repérer ces jeunes mineurs, ces mineurs victimes d'agressions sexuelles. Et le repérage peut se faire chez le médecin de famille, le médecin qui est proche des familles et qui peut être à l'écoute des enfants ou, par la répétition des consultations, être au fait de modifications de comportement de l'enfant. Pourquoi c'est important? Parce que les retentissements dans la vie adulte des agressions sexuelles sont très importants. Les conséquences sont très importantes. Il y a un impact, mais ça, on le sait. Si on ne le sait pas, on s'en doute, extrêmement important des violences sexuelles subies dans l'enfance sur la santé mentale de l'adulte futur. Donc toutes les victimes témoignent, en fonction des violences subies, avoir un impact sur sa santé mentale relativement important. Et on remarque sur cette diapositive que dans un contexte intrafamilial d'inceste, qu'il y ait viol ou pas viol, mais abus sexuel, le retentissement est encore plus important. Alors les conséquences sur la santé mentale sont très représentées par ce qu'on appelle l'état de stress post-traumatique ou le trouble de stress post-traumatique. Dans les traumatismes qui sont dus à des violences sexuelles, on note qu'il y a un très fort pourcentage de développement de cet état de stress post-traumatique. Et j'avais noté, et pourquoi c'est pas noté, qu'il y a jusqu'à 80% de victimes d'abus sexuels dans l'enfance qui développent ultérieurement un état de stress post-traumatique. Les troubles psychotraumatiques sont pathognomoniques, ils sont spécifiques, et quand une victime nous les relate ou quand on les détecte chez une victime, ça fait office de preuve. Quand on nous parle d'un abus sexuel et puis que derrière il y a toutes les symptômes du psychotraumatisme, ça vaut pour preuve médicale qu'il y a eu abus sexuel. Alors ces signes sont à type d'intrusion. La personne relate de flashbacks, de reviviscences, de cauchemars. Ils sont à type d'évitement. La personne évite absolument toutes les situations dans lesquelles elle pourrait se trouver et qui lui rappelleraient l'événement traumatique. Les victimes souffrent aussi d'altérations de l'humeur. Elles sont empreintes à des sentiments négatifs constants, à une incapacité de ressentir des choses positives. Et puis elles présentent des comportements à risque qui les mettent en danger. Elles sont hyper vigilantes. Et elles présentent aussi, je ne l'ai pas noté, des troubles du sommeil pour la plupart.
Alors au départ, il y a le traumatisme, et puis après, il y a des mécanismes psychotraumatiques qui se mettent en place et qui sont plus ou moins rapides. Alors on en distingue deux qui arrivent assez rapidement, et Sylvain en a un peu parlé tout à l'heure, qui sont la sidération. Quand l'acte traumatique se produit, les victimes se retrouvent dans une situation qui les paralyse et qu'on nomme la sidération. Elles peuvent, du fait de cette sidération, elles crient pas, elles se débattent pas, elles s'enfuient pas, et elles sont actrices passives, malheureusement, de ce qui est en train de se produire. Et puis se produit possiblement dans le même temps ce qu'on appelle la dissociation. Et là, ça consiste en la déconnexion de la victime, c'est-à-dire ce qui est en train de lui arriver, c'est pas elle qui le vit. Et ces mécanismes sont nécessaires à sa survie. Et plus tard, se constitue ce qu'on appelle la mémoire traumatique. Et c'est cette mémoire traumatique qui, entre guillemets, va pourrir la vie de la victime tout le restant de sa vie. C'est quelque chose qui va s'enfermer dans un coin de son cerveau et qui va rester enfermé, et qui, à chaque fois qu'elle vivra une expérience qui va lui rappeler l'expérience horrible, sordide, violente de l'agression sexuelle, eh ben, elle va mettre en œuvre des stratégies, elle va mettre en place des stratégies qui vont éviter de lui faire ressentir à nouveau la souffrance qu'elle a pu ressentir lors de l'agression sexuelle. La vie de la victime, à cause de cette mémoire traumatique, va devenir un champ de mines. Et son propos, ça va être d'éviter de marcher sur ces mines. Donc elle va mettre en œuvre des stratégies de survie qui vont passer par l'évitement, par l'hypervigilance, par l'hypercontrôle, mais aussi par l'anesthésie. C'est-à-dire qu'elle va organiser dans sa vie des conduites, notamment addictives, qui vont éviter le ressenti de son désespoir et de sa détresse, enfin qui vont éviter de la mettre en situation de désespoir et de détresse extrême, ainsi qu'elle l'a pu être lors des violences sexuelles qu'elle a pu subir. Il y a aussi d'énormes les conséquences sur la santé mentale, voilà, évidentes. Des choses qu'on connaît moins, c'est les conséquences sur la santé physique. Des études ont été récemment faites et ont montré qu'effectivement il y avait des impacts non négligeables sur la santé physique des gens, des victimes, lorsqu'elles avaient subi des agressions sexuelles alors qu'elles étaient mineures. Alors les troubles somatiques, on en distingue essentiellement 3 catégories selon et de gravité croissante. On peut distinguer une première catégorie qui inclut uniquement des douleurs, qui sont des manifestations extrêmement fréquentes. Elles touchent tous les organes, elles sont diffuses, elles ne sont pas systématisées, elles sont récurrentes. Ça peut être un motif de consultation récurrent. Il n'y a rien de somatique, mais elles ont des douleurs. Un jour c'est là, un jour c'est là. Bon. On a aussi une catégorie qui sont les troubles fonctionnels, qui peuvent parfois se rapporter à ces douleurs. Des troubles fonctionnels qui peuvent survenir assez précocement. Et puis on a des troubles lésionnels qui sont plus graves et possiblement d'apparition plus tardive. Par exemple, dans les douleurs, on a souvent des femmes qui souffrent de douleurs digestives avec au premier rang des pathologies, les colopathies, le syndrome du côlon irritable, les colopathies fonctionnelles. On a bien sûr les pathologies gynécologiques, avec les douleurs pelviennes chroniques, avec les maladies sexuellement transmissibles. On retrouve aussi des douleurs très fréquemment ostéo-articulaires, donc diffuses, elles bougent, elles migrent chez les adolescents.
des symptômes de l'asthénie, des symptômes d'asthénie chronique. Sur le plan neurologique, elles peuvent présenter très fréquemment des céphalées récurrentes. On note aussi qu'il y a plus de cancer chez les personnes qui ont été agressées sexuellement lorsqu'elles étaient mineures. Et puis aussi des troubles métaboliques et nutritionnels qui sont à l'origine d'obésité morbide. Et on peut complètement corréler le fait d'avoir subi une agression sexuelle dans l'enfance et de présenter une obésité morbide à l'âge adulte. Et puis les pathologies coronariennes qui sont liées un peu au psychologique, la dépression qui entraîne l'inactivité, les troubles alimentaires avec la boulimie, et puis les addictions aussi. On est plus exposé aux addictions, alcoolisme et toxicomanie, qu'une population normale lorsqu'on a été abusé sexuellement dans l'enfance. Donc voilà, à titre indicatif, on a deux fois plus de risques d'être tabagique quand on a été sexuellement violenté, quand on était mineur. On a 4,6 fois plus de risques de présenter une dépression nerveuse. On a 1,9 fois plus de risques de présenter un cancer. On est plus à même d'être agressé à nouveau. Voilà, ça c'est à titre indicatif. L'alcoolisme, on a 7 fois plus de risques de présenter une addiction à l'alcool quand on a été abusé sexuellement quand on était mineur. D'où l'importance de repérer les maltraitances et les violences sexuelles dans l'enfance. Et puis bien sûr, il y a des conséquences sur la santé, donc mentale et physique, et puis des conséquences sur la vie sociale. La maltraitance infantile induit des troubles de la personnalité qui eux-mêmes induisent de la criminalité. La maltraitance infantile induit de la criminalité, et puis tout ça, ça fait un petit cercle infernal. Et dans les maltraitances infantiles, les violences sexuelles sont majoritaires. Alors récemment, on s'est intéressé à d'éventuels d'éventuels retentissements somatiques sur le cerveau des personnes agressées. Et on a trouvé, alors il y a des études récentes de neurobiologistes, de neuropsychiatres qui datent de 2013-2014, qui montrent que le cerveau des victimes de violences sexuelles dans l'enfance, il est modifié. Alors c'est quoi ces modifications? Eh bien, il y a des modifications anatomiques. Le cerveau, on a remarqué que le cerveau des femmes qui ont subi des violences sexuelles durant l'enfance, ce sont des lésions anatomiques qui sont repérées par l'IRM, 2013, par l'IRM. Ce sont essentiellement des lésions du cortex avec des atteintes des aires corticales. Ces atteintes, on les trouve chez les femmes qui ont été abusées sexuellement dans l'enfance et pas chez les femmes qui ne l'ont pas été. Et les aires corticales sont généralement amincies. Et ces aires corticales amincies correspondent le plus souvent à des zones et des parties du corps qui ont été touchées lors des violences sexuelles. Donc les zones anales, les zones vaginales et les zones buccales. On a également retrouvé des marqueurs génétiques. Ah non, pardon, c'est pas là. Les marqueurs génétiques, c'est après. Donc on a retrouvé aussi des atteintes neurobiologiques avec des dysfonctionnements du système endocrinien et du dysfonctionnement des circuits neurologiques émotionnels avec des perturbations des réponses émotionnelles. Et puis on a trouvé des facteurs génétiques. On a identifié la modification d'un gène, alors le RNR3C1, qui serait impliqué dans le contrôle des réponses au stress, notamment par l'intermédiaire de sécrétions hormonales telles que l'adrénaline et le cortisol. La bonne nouvelle, c'est que la plasticité du cerveau permet la récupération de ces atteintes. Donc, il est extrêmement important, et je le répète, de ne pas abandonner les victimes de violences sexuelles en général, et de repérer surtout les enfants victimes de violences sexuelles
le plus rapidement possible. Parce que plus les violences durent, je ne vais pas vous montrer celle-là, plus les violences durent, et plus elles sont perpétuées alors que le mineur est jeune, et plus les impacts sur la santé aussi bien mentale que physique sont importants. Alors là, par exemple, moi je vais vous montrer, c'est une photo d'IRM, où les deux photos du dessus, c'est le groupe témoin de femmes. Le propos, c'est d'exposer des femmes à un stress. Et en fait, on remarque que chez les femmes victimes de violences sexuelles dans l'enfance, le stress ne produit pas du tout les mêmes réponses que chez les femmes qui n'ont pas subi de violences sexuelles. Alors au-dessus, le groupe témoin, des femmes qui réagissent normalement, avec toutes ces colorations jaunes, c'est en rapport avec la production d'adrénaline et de cortisol. Quand on est soumis à un stress, on produit de l'adrénaline et du cortisol. Et les deux images du dessus, c'est une réponse normale. C'est-à-dire qu'on produit cette adrénaline et ce cortisol en cette quantité-là et selon ces situations cérébrales. En revanche, les deux images du dessous sont la réponse de production d'adrénaline et de cortisol chez des femmes qui ont été victimes d'agressions sexuelles et notamment de viols. Alors, vous voyez que la production, eh ben, elle est beaucoup moins importante que chez la femme normale. Alors pourquoi ? Parce que la structure cérébrale, très exactement l'amygdale, qui s'occupe de réguler l'adrénaline et le cortisol, lorsque il y a déjà eu un premier traumatisme et qu'une mémoire traumatique s'est développée, et ben cette amygdale est complètement court-circuitée pour qu'il n'y ait pas comment dire, un débordement émotionnel. Enfin, on met court à tout débordement émotionnel. Et donc, pour mettre court à tout débordement émotionnel, on empêche l'amygdale cérébrale de fonctionner et de produire cette adrénaline et ce cortisol. Et pourquoi on met court à toute manifestation émotionnelle? C'est parce qu'on ne veut pas revivre l'agression émotionnelle qui a déjà été vécue lors du premier traumatisme d'agression sexuelle. Donc, l'amygdale est complètement... La réponse de l'amygdale est complètement anéantie. Ça, c'était pour les petites expériences des neurobiologistes actuellement. Donc, les agressions sexuelles sur mineurs, il faut, du fait des impacts sur la santé et sur la vie sociale, absolument les repérer. Il faut absolument les protéger par le signalement et à défaut l'hospitalisation. Et il faut surtout jamais ne rien faire. Alors les repérer, ben, je suis d'accord avec vous, c'est pas très simple. C'est même sûrement ce qu'il y a de plus compliqué. Et la meilleure façon de les repérer, ben, c'est sûrement d'y avoir été sensibilisé. Donc qu'on vous ait parlé de pistes cliniques. Alors l'entretien, eh ben, l'entretien il est essentiel. Tout d'abord, il faut instaurer avec la victime, donc on parle d'un mineur, hein, qui peut être un petit enfant, une relation de confiance. C'est essentiel parce que ben, le pauvre mineur, sa seule expérience, c'est d'avoir été abusé sexuellement par un adulte et donc naturellement, il a perdu toute confiance dans les adultes. Alors les aveux, les révélations spontanées d'un enfant sont rares. C'est-à-dire, il y a un enfant qui va vous dire, ben voilà, j'ai été agressé sexuellement, c'était papa, c'était grand-papa, c'était le beau-papa. Donc, il ne faut pas hésiter et c'est comme ça qu'on conduit un entretien pour repérer une victime d'agression sexuelle mineure. Il faut poser la question, carrément. Et puis, il faut poser la question de façon positive. Est-ce que quelqu'un t'a fait quelque chose que tu n'as pas aimé? Est-ce que quelqu'un a fait quelque chose que tu penses qui n'était pas bien? Et là, l'enfant va réagir. Bien sûr, hein, ça n'arrive pas comme ça en une minute. Hein. Il faut instaurer d'abord cette relation de confiance. L'enfant, souvent, quand il est petit, il est conduit par quelqu'un, donc un tiers, qui peut lui-même avoir des dires, des allégations.
Et il faut reprendre les allégations du tiers en disant X m'a dit que quelqu'un t'avait fait quelque chose ou que quelqu'un avait fait quelque chose de pas bien ou quelque chose que tu n'avais pas aimé. Par contre, il faut repérer aussi les éventuelles allégations de parents qui seraient juste destinées à nourrir une bataille conjugale, intrafamiliale, avec l'enfant au milieu. Après, le problème au décours de ces entretiens avec des petits-enfants, c'est la parole de l'enfant. Il est d'usage, il est commun, il est fréquent qu'on accorde peu de crédibilité aux paroles de l'enfant, que ce soit la famille ou les professionnels. Eh bien, c'est un tort. Les études montrent, l'expérience montre que les allégations mensongères des enfants sont extrêmement rares, qu'avant 4 ans, il n'y a pas d'allégations mensongères et qu'après, elles sont extrêmement rares. Et qu'au contraire, un enfant, plus que d'avoir des allégations mensongères, se taira, ou alors il raconte des révélations qu'il aurait pu faire, des révélations véridiques, il se rétractera. Donc la rétraction est plus fréquente que l'allégation mensongère. Il faut, lors de ces entretiens, un accord parfait entre celui qui interroge, c'est-à-dire le médecin, et puis celui qui va répondre. Et puis le médecin doit montrer sa reconnaissance. Il doit dire à l'enfant « oui, je te crois ». Donc il accorde du crédit à ses paroles. Il doit, d'une certaine façon, rappeler la loi en insistant sur le fait que la personne qui lui a fait du mal, elle n'avait pas le droit de lui faire ça. Le médecin doit offrir sa protection et montrer qu'il a un réseau. Et comme ça, il va pouvoir l'aider. Et puis le médecin insiste sur le fait que l'enfant a surtout bien fait de lui en parler. Donc après, on peut avoir des situations cliniques d'alerte chez le mineur, notamment des traumatismes des organes génitaux sans explication plausible, des infections gynécologiques, notamment chez l'adolescente. Elles doivent attirer l'attention. Et puis bien sûr, alors je ne sais pas dans la suite, la grossesse qu'évoquait Madame Mestre, une adolescente qui présente une grossesse alors qu'elle a 14 ou 15 ans. Effectivement, ça doit alerter, on doit poser des questions. Aujourd'hui, le questionnement sur les violences doit être systématique dans l'interrogatoire des antécédents, au même titre que la recherche d'antécédents médicaux, la recherche d'antécédents chirurgicaux, la recherche d'antécédents familiaux, gynéco. On doit poser la question, est-ce que vous avez des antécédents de violence ? Ça surprend. Il faut insister sur le caractère systématique, que ça fait partie de l'interrogatoire systématique, et puis préciser le type de violence. Est-ce que vous avez déjà été victime de violences physiques, déjà été victime de violences psychologiques, déjà été victime de violences sexuelles, ayant conduit à... Enfin, est-ce que vous avez déjà eu des troubles psychologiques? Voilà, je pense que dans l'interrogatoire du médecin aujourd'hui, il doit y avoir cette question au même titre que la recherche des antécédents médicaux ou chirurgicaux. Donc pour continuer sur le repérage et les pistes cliniques, chez le petit enfant, on peut s'interroger sur une agression sexuelle quand il a des activités ludiques qui se répètent ou des comportements anormalement sexuels pour son âge. Ou alors quand il présente des conduites d'évitement, vous essayez de l'examiner et puis il évite. Ou la maman qui vous raconte, maintenant quand j'essaye de lui faire sa toilette, il ne veut pas que je le touche, il ne veut pas que je l'approche. Il y a les cauchemars aussi chez les enfants qui sont une intrusion. Chez les ados, plus tard, on peut trouver des troubles de l'humeur, qui peuvent se traduire par des dépressions et puis a fortiori le suicide.
des troubles de la personnalité, des troubles anxieux, des troubles du comportement, notamment alimentaires. Ils sont plus souvent boulimiques, anorexiques. Ils présentent plus souvent des troubles du sommeil. Ils présentent des troubles de conduite. Ils ont des conduites sexuelles, soit dans l'hyposexualisation, avec des conduites phobiques de l'acte sexuel, soit au contraire dans l'hypersexualisation, avec des très grandes démonstrations. Ils peuvent être plus agressifs, ils peuvent être aussi plus dans l'auto-agressivité, ils peuvent se mettre en danger plus facilement par le biais d'addictions, alcool, toxicomanie, par des pratiques sportives à risque, par la conduite routière à risque. Voilà, toutes ces conduites borderline chez l'adolescent doivent faire évoquer, je ne dis pas que c'est systématique, hein, mais on doit y penser. Voilà, les adolescents peuvent aussi présenter des troubles cognitifs. Tout le monde est dangereux, les adultes sont dangereux, moi je suis coupable, je suis vulnérable, des discours très négatifs. On doit aussi s'inquiéter devant des troubles somatiformes, dits fonctionnels. Donc, je les ai évoqués un petit peu tout à l'heure, les douleurs chroniques, l'asthénie, les troubles digestifs, les douleurs pelviennes chez les jeunes filles. On doit aussi y penser quand l'adolescent se retrouve en isolement social, qu'il devient délinquant, qu'il fugue, qu'il a des conduites addictives, qui le mettent en isolement social, qu'il est en échec scolaire. On doit repérer, en fait, tout type de rupture biographique. Alors, c'est quoi la rupture biographique? Eh bien, c'est d'un seul coup un comportement inhabituel qui n'existait pas la veille. Enfin, c'est un petit peu caricatural. Je vais raconter l'histoire du petit Pierre. Un petit Pierre, c'est un petit garçon de 5 ans et demi que j'ai pu voir il y a un mois au CMJ et qui est arrivé avec sa maman suite à un rendez-vous pris par l'officier de police judiciaire. Et donc, il arrive avec sa maman. Et puis, la première chose que je vois de cet enfant, c'est un petit diable. Il court dans tous les sens. Il est démoniaque. Il ne tient pas en place. Il est à peine assis 30 secondes sur une demi-fesse qu'il est déjà relevé. Il touche tout. Bref, il est hyper actif. On a juste envie que ça se passe vite et que tout le monde rentre chez soi. Et puis la maman, en fait, elle sort du commissariat 2 jours avant et elle est allée dire à l'officier de police, eh ben voilà, mon petit garçon, il m'a dit que son papa, il lui avait mis le zizi dans les fesses. Donc la maman, elle ne le croit pas trop, le gamin, parce que voilà, les dires de l'enfant, quand il a 5 ans, ben, on ne le croit pas trop. Et puis, donc elle arrive sans trop de conviction. Et puis, à mesure de l'interrogatoire, eh ben, j'apprends des choses. Donc, la maman finit par me dire que il a 5 ans et demi, bon, il est normalement scolarisé, il est en dernière section de maternelle, mais que depuis, je lui pose la question, est-ce qu'il est toujours aussi hyperactif? Est-ce qu'il se mobilise toujours aussi rapidement? Elle me dit, oh, non, c'est depuis la rentrée de l'école l'année dernière. Et puis d'ailleurs, il y a une psychologue qui le suit, le petit. Ah bon, il y a une psychologue qui le suit. Et puis de fil en aiguille, le gamin, je l'examine, et puis il monte tout seul sur la table, il se met à 4 pattes, il me monte ses fesses et il me dit, voilà, c'est comme ça qu'on fait avec papa. À 5 ans et demi, on ne peut que croire. Hein. C'est-à-dire qu'on est sûr que le papa, il fait quelque chose avec son zizi dans ses fesses. Hein. Il n'y a pas de lésion, il n'y a rien. Il n'y a pas de signe de pénétration récente, mais il se passe des choses, il y a au moins des attouchements. Et puis, de fil en aiguille, on arrive à parler du papa. Et là, la maman me dit, mais le papa, quand il est né, il est parti. Et puis, je suis restée toute seule avec l'enfant, je l'ai élevé, puis le papa, il est revenu, il y a 8 mois. Il y a 8 mois, le papa, il est revenu, et puis il prend l'enfant de temps en temps le week-end. Et il y a 8 mois. C'était pas quand il a commencé à être hyperactif, à être suivi par le psychologue de l'école, ou le psychologue de la PMI, ah si. Et donc, pendant 8 mois, cet enfant a été suivi par des acteurs du médical
sans que jamais une seule fois, il ait été fait le rapprochement que le papa pouvait être un violent sexuel et que le retour du papa dans sa vie concordait exactement au moment où lui avait commencé à avoir des troubles du comportement. Et donc cet enfant n'a pas été repéré et pourtant déjà dans les mains de psychologues. Donc moi, mon rapport, je l'ai signalé comme ça, je l'ai conclu comme ça et j'ai demandé expressément au procureur de la République, via l'OPJ, une expertise pédopsychiatrique. Voilà. Voilà un petit peu ce qu'on appelle, voilà, c'était pour illustrer la rupture de biographie, un enfant qui a un comportement normal, ordinaire, comme un enfant normal, jusqu'à l'âge de 4 ans et demi, 5 ans, jusqu'au jour où papa re-rentre dans sa vie et où il dit récemment à maman, papa me fait quelque chose avec son zizi dans les fesses. Ça, c'est ce qu'elle s'appelle la rupture de biographie. Un enfant qui a une vie tout à fait normale et puis qui d'un seul coup se met à avoir des troubles du comportement. Donc il faut savoir le repérer. Alors pourquoi repérer ces enfants abusés sexuellement? Parce que quand on a été victime de violences sexuelles, eh ben, on est plus exposé à être victime à nouveau de violences sexuelles ou d'en commettre une. Après les avoir repérés, ces enfants, il faut les protéger. Et la première des protections, c'est le signalement. Alors le signalement, eh ben, il n'est pas très fréquent. Les professionnels de santé, les acteurs sociaux, rechignent un petit peu au signalement. C'est très impliquant, on a peur des mesures de rétorsion, ou alors on se dit, non, dans cette famille, c'est pas possible, ce n'est pas possible, ce sont des gens bien, ce n'est pas possible, l'enfant ne peut pas être victime d'abus sexuels. Si, c'est possible, tout est possible. Voilà. Alors, qu'est-ce que dit l'article 226-13 du Code pénal? Il définit le secret médical. Et que dit l'article 226-14? Eh bien, lui, il stipule que peuvent être signalés les cas de sévices envers les mineurs, moins de 18 ans, et les personnes vulnérables en raison de leur âge. Alors, le Code pénal ne précise pas quel âge, on imagine que c'est le sujet âgé, mais on ne fait qu'imaginer. Leur incapacité physique, toute personne qui ne jouit pas de toute sa capacité physique, notamment les personnes en fauteuil roulant, ou psychique, donc des personnes qui sont sous tutelle ou hospitalisées sous contrainte. Donc, elle stipule que peuvent y signaler par tout professionnel l'ayant appris à l'occasion de son activité professionnelle. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'aller faire un signalement alors qu'on est le voisin. Ça ne peut pas être fait sous le coup du signalement. On ne peut signaler que lorsqu'on est amené à connaître ce genre de fait dans le cadre de notre activité professionnelle. Donc, à qui on fait... Alors, le signalement est-il obligatoire? La réponse est non. Le signalement, il n'est pas obligatoire. C'est une dérogation facultative au secret médical et en aucun cas, le médecin n'est obligé de faire un signalement. Et la jurisprudence, elle est constante à cet égard. Un médecin qui ne fait pas un signalement, eh ben, il n'est pas justiciable. Il ne peut pas avoir des poursuites pénales. Mais si ce même médecin qui ne serait pas condamné parce qu'il n'a pas fait de signalement ne porte pas assistance, à ce moment-là, il peut être condamné. Parce que il peut être condamné de n'avoir pas prêté assistance et de ne pas avoir pris toutes les mesures pour protéger le mineur alors qu'il avait connaissance que le mineur était en danger. C'est tout le paradoxe de la loi. C'est-à-dire, dans un cas, on n'est pas obligé, mais si on ne fait rien, eh ben, on peut quand même être justiciable. Alors, qu'est-ce que dit la déontologie médicale? Eh ben, l'article 44, il dit que le médecin doit tout mettre en œuvre pour protéger les victimes mineures, là j'ai oublié mineures, de sévices, et qu'il doit alerter les autorités judiciaires, médicales ou administratives. Le Conseil de l'ordre serait, plus dans la rétorsion que la justice, puisque le Code pénal lui-même n'oblige pas au signalement. En revanche, l'ordre, pour l'ordre, c'est un devoir.
Alors à qui on signale et comment on signale? Eh bien on signale au procureur de la République ou à son substitut de permanence. Alors comment on touche le procureur de la République? Eh bien on fait le 17 et on demande à parler à l'officier de police judiciaire de permanence. Quand on est à Dambéa, on tombe sur la gendarmerie et quand on est à Nouméa, eh bien on est transféré au commissariat. Après le contact téléphonique, au mieux du procureur, mais souvent ça s'arrête à l'officier de permanence judiciaire, on joint par écrit notre signalement, donc on le transmet par fax ou par mail. On s'assure ensuite qu'il a bien été reçu, parce qu'un signalement qui n'est pas reçu, ben, ça ne sert à rien. On le transmet bien sûr pas aux parents, pas aux mineurs, pas à la personne qui accompagne l'enfant. Et ce signalement, ben, c'est la seule façon d'assurer une protection rapide, judiciaire. Alors comment on le rédige, ce signalement? Eh ben, je sous-signais docteur X, avoir examiné ce jour, on date et on met l'heure, l'enfant, le nom, le prénom, le sexe, la nationalité, l'adresse. On précise qui l'accompagne, si c'est une personne mineure ou majeure. Et puis surtout, ce certificat, on y précise les dires de l'accompagnant en spécifiant bien Madame X me dit que ou déclare que. Surtout, ne jamais prendre les propos de la personne qui déclare, aussi bien de la victime que de l'accompagnant, à son propre compte. Hein. Surtout, ne jamais faire ça. L'examen clinique, on précise aussi les données de l'examen clinique, s'il a été fait en présence ou non de la personne qui accompagne. On décrit le comportement de l'enfant pendant la consultation, et puis on décrit les lésions, s'il y en a, si on les repère. Et surtout, on ne dit rien, on ne préjuge de rien quant à l'origine de ces lésions. On ne dit pas ah ben oui, ça c'est un coup de ça. Voilà. Non, on dit cette lésion, c'est un érythème, c'est un hématome, mais surtout, on ne préjuge pas de comment il a pu être fait. Voilà, on signe, compte tenu de ce qui précède et conformément à la loi, je vous adresse ce signalement, adressé à monsieur le procureur, fait, cachet et signature. Alors, quelques règles à respecter, surtout quand on fait un signalement, voilà, je vous le disais, c'est de retranscrire des dires, d'ouvrir les guillemets, de dire on m'a déclaré, et de citer les paroles de l'enfant. Hein. Il m'a mis son zizi entre les fesses, ouvrez les guillemets, l'enfant dit il m'a mis son zizi entre les fesses. Voilà. On n'interprète pas les informations recueillies, surtout pas. C'est-à-dire cet hématome, ben, c'est une lésion de prise. Non, ça non, on ne l'interprète pas. On ne prend pas parti. Et puis, on ne désigne pas d'agresseur potentiel, sauf si la victime lui-même l'a désigné ou si l'accompagnant le nomme. Et à ce moment-là, c'est pareil, on dit l'accompagnant déclare que l'agresseur est. Voilà. Et tout ça, ça protège le médecin. Parce que s'il y a aussi peu de signalements, c'est que les médecins ont parfois peur de faire des révélations par l'intermédiaire de ce signalement pour lesquelles ils pourraient secondairement être accusés de calomnie par la famille ou par les membres de la famille possiblement agresseurs. Et si vous optez pour je ne fais pas de signalement, il faut quand même protéger l'enfant, et la meilleure des protections pour lui, c'est de l'exclure du milieu où il subit des agressions, et donc c'est de l'hospitaliser. L'hospitalisation va le mettre à distance et va permettre aussi une prise en charge pluridisciplinaire. De cette façon-là, l'enfant est protégé, le médecin se sent moins isolé et prend moins ainsi l'initiative d'un signalement dont il peut redouter les conséquences. En conclusion, ce sont les enfants qui courent le plus grand risque de subir des violences sexuelles, et c'est au sein de leur foyer qu'ils sont le plus en danger. L'impact des violences sexuelles sur la vie adulte est subi dans l'enfance est très important.
aussi bien sur la santé psychique que la santé physique, que sur la vie sociale. On note aussi que plus les violences ont eu lieu tôt dans la vie de l'enfant, plus les conséquences sur la santé sont lourdes. On a récemment mis en évidence, il y a quelques années, qu'il y avait des fondements neurobiologiques et anatomiques aux impacts néfastes des traumatismes sexuels de l'enfance. Il est donc primordial de repérer les situations d'abus sexuels chez les enfants afin de prévenir tous ces impacts négatifs et de protéger ces victimes. Et la première des protections, ça passe par le signalement. Et pour terminer, il faut surtout jamais ne rien faire, que ce soit un signalement, une hospitalisation pour écarter l'enfant de la famille maltraitante. C'est aussi, ça vaut pour toutes les maltraitances, pas que sexuelles. Il faut surtout jamais ne rien faire. Voilà, je vous remercie.